Allez, on enlève le masque pour pouvoir se voir quand même dans ces temps difficiles. On est heureux de vous retrouver et vous retrouver dans le cadre de cette programmation Africa 2020 où on a l'occasion de rencontrer un certain nombre de réalisateurs et aujourd'hui de véritablement faire ce que vous proposez à Dieudo Hamadi qui est avec nous. Et merci Dieudo d'être là en présentiel parce que c'est un vrai plaisir de se voir et de pouvoir discuter ensemble. Et d'autre part parce que je crois que tu es en ce moment extrêmement pris par la présentation de ton film qui a été sélectionné donc dans ce festival Fantôme de Cannes de 2020, malheureusement Fantôme, alors que ça aurait été une exposition magnifique. Donc ton film En route pour le milliard, qui va sortir en salle très bientôt en France et qui donc tu fais un peu une tournée, ce qui te permet de passer par Apt et donc ici à Joucas et donc dans le cadre des rencontres qu'on organise très régulièrement que le Festival des cinémas d'Afrique et où on se retrouve mon camarade Tahar Chiraoui et moi à essayer de cuisiner un petit peu les réalisateurs qui sont là pour essayer de leur faire exprimer ce qu'ils ont dans le ventre par rapport à leur méthode de cinéma, puisque c'est beaucoup ça qui nous intéresse. Je crois que c'est important cette rencontre aussi parce que tu as un parcours qui est quand même assez extraordinaire, on va dire atypique en tout cas, et que sortant de Kisangani, une ville qui n'est pas petite, mais enfin qui n'est pas la principale ville de la République démocratique du Congo, et qui est quand même à plus de 1700 km de Kinshasa, tu arrives à, dès tes premiers films, à avoir une exposition internationale, à être primé dans plein de festivals importants au niveau du documentaire, et tu t'affirmes comme un des grands documentaristes actuels, et on va dire pas seulement africain, mais aussi au niveau international. Et je crois que les jeunes documentaristes africains et autres peuvent être extrêmement intéressés par ce que tu peux apporter en termes de parcours, de méthode, de manière à pouvoir savoir qu'est-ce qui est possible pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, comment aborder les choses, etc. Et comment gérer un peu ce qu'on appellerait leur désir de cinéma, qui a été le tien aussi au début de ta carrière, qui n'est pas encore très longue, hein, donc, même si tu as quand même 5 grands films à la clé. On a eu l'occasion de discuter il y a peu de temps à l'occasion du festival de Tarifa sur ta démarche. Donc on ne va pas tout reprendre en détail parce que ce sera l'occasion justement de mélanger un petit peu les choses au niveau de la présentation derrière, mais aussi parce qu'à Apt, on est particulièrement sensible à la question du cinéma. Et quand je dis la question du cinéma, c'est vraiment la question de la méthode. La méthode qui est, dans le documentaire, subtile, puisque ce n'est pas forcément de la mise en scène, c'est un rapport au réel, etc., dont on va parler. Et je crois que quand tu parlais de ce qui t'a amené au cinéma au départ, tu disais donc que ton père t'avait laissé la possibilité d'avoir une caméra, et tu commençais à faire des clips à 18 ans. Et puis ensuite, tu as eu l'occasion de faire 3 grandes formations, on va dire,
Et on ne va pas revenir dessus en détail, mais on avait d'une part Aki Sangani, donc à la faveur des studios Kabako de Faustin Ligné-Koula, qui est lui-même un danseur d'ailleurs, hein, mais qui a une organisation culturelle qui fait que du coup il a aussi organisé des stages de cinéma. Et puis ensuite à Kinshasa, à la faveur de l'initiative de Joe Munga, qui lui-même réalisait ensuite Viva Riva et vous a permis aussi d'être associé à ce film. Et dans cette formation qui était organisée par Souka Productions, et là où il y avait la possibilité aussi donc, de faire du cinéma et qui a débouché donc, de ta part sur 2 courts-métrages qui sont pris dans Congo in 4 acts, donc Congo en 4 actes, et dont on va rapidement parler. Et ensuite, une formation à la FEMIS, université d'été à la FEMIS. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand tu présentais un petit peu ces formations, c'est que tu disais à un moment, je t'avais posé la question du déclic. Parce que c'est quelque chose que je rencontre très souvent avec les réalisateurs. Quelque part, c'est un film un jour ou bien un livre un jour. C'est-à-dire qu'il y a un film qui nous fait bouger, qui nous marque complètement et qui fait que, hop, on va oser quelque chose ou on va aller dans une direction. Et donc tu parlais du film de Raymond Depardon, Délit flagrant. Et je me souviens dans une autre interview, tu parlais de Wiseman aussi. On vous avait montré des films de Wiseman dans ces formations. Alors, que ce soit le film de Depardon ou Wiseman en particulier, enfin en général, on est à fond dans le cinéma direct. C'est vraiment exactement la définition du cinéma direct. Et juste pour les quelques auditeurs, de redire qu'est-ce que le cinéma direct, c'est-à-dire un cinéma qui va partir d'ailleurs plutôt du Québec, hein, avec les films de Brou, et qui est un cinéma qui part de la réalité dans le sens où on va essayer de la capter sans intervenir d'aucune façon. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça s'appelait au départ le cinéma vérité. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, Jean Rouch et Edgar Morin qui faisaient Chronique d'un été et qui allaient dans la rue et captaient un petit peu la parole des gens, est-ce que vous êtes heureux, etc. Et ce type de cinéma est finalement complètement basé sur une relation. On met une relation en place avec les personnes que l'on va essayer de filmer. Et pour que cette relation existe, bien sûr, il faut qu'il y ait de la confiance, donc de la connaissance, du temps passé, etc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est-à-dire dans toute ta démarche, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui te situe dans cette démarche de cinéma ? Ou bien est-ce que pour toi, les choses évoluent quelque part ? Merci pour la question, Olivier. Forcément, les choses évoluent parce que c'est vrai que le déclic a été effectivement un film de Raymond Depardon parce que ça m'avait semblé accessible, il faut le dire. On m'a montré plein de films dans toutes ces formations, mais ça me semblait encore compliqué, surtout de par ma situation à Kisangani, en tout cas à Kinshasa, où j'apprenais. Je ne voyais pas, si je voulais faire le cinéma, par où j'allais commencer, parce que la notion de la gestion de matériel, de financement, tout ça, me semblait inaccessible, jusqu'à ce que je voie ce film, où, je ne sais pas, c'est peut-être à tort que je me suis dit, il suffit d'avoir une caméra, un endroit, une situation, et pouvoir filmer. À partir de là, je me suis dit, finalement, je pourrais aussi le faire, parce que si j'ai une caméra, et comme des situations, c'est pas ce qui manque dans la société congolaise, voilà, je pouvais faire des films. Là, c'était parti de là, en fait, toute cette envie et le déclic. Seulement après, effectivement, j'ai commencé à regarder des films, à beaucoup voyager, et à ce moment-là, j'ai petit à petit eu envie de faire autre chose, mais sur la base de ce que j'avais appris. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à exercer mon regard sur d'autres façons d'approcher, de traiter les sujets, un peu à les complexifier. Et du coup, tout d'un coup, les champs m'ont semblé assez larges. Et depuis, j'ai continué à explorer, quoi. Alors,
Délit flagrant, c'était un film où il y a pratiquement 2 personnes à une table. Et Depardieu a mis sa caméra, il ne bouge plus. Donc on est vraiment dans le minimalisme, quelque part, du procédé, enfin, on va dire du dispositif, quoi. Et est-ce que tu, dans tes questions de cinéma, au fur et à mesure que tu avançais, est-ce que tu t'es posé cette question du dispositif de manière très clair, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt du domaine intuitif? Ah non, au départ, je voulais, je dirais, recopier Délit flagrant. C'était clair que je n'oserais rien d'autre que ce que j'ai vu et qui m'a semblé faisable de mon point de vue. Donc je n'osais pas bouger ma caméra, je n'osais pas sortir d'une pièce, je n'osais pas chercher plus que 2 ou 3 protagonistes. Donc il fallait absolument rester sur ce minimalisme-là. Après, j'ai commencé effectivement à avoir envie d'essayer autre chose, ne serait-ce que de sortir d'une pièce, de filmer l'extérieur. Ça s'est posé de cette manière-là. Donc, est-ce que je peux maintenant essayer de filmer les rues et tout? Je n'avais pas osé ça dans mes premiers films pour être au plus près de Délit flagrant. Et ensuite, à partir de là, j'ai voulu raconter des histoires qui allaient au-delà d'un endroit clos, ainsi de suite. Et la question du dispositif a resté permanent, mais j'ai eu, il faut le dire, assez du mal à me détacher de ce qui m'a amené dans ce métier. Donc très, très tôt et pendant longtemps, je voulais absolument être au plus près des gens, ne pas me disperser dans le réel qui était assez débordante. Et cela m'a aidé justement à garder ou à faire des films, en tout cas à mes débuts, des films à la fois minimalistes, mais où je pointais quelque chose et j'arrivais comme ça à l'atteindre d'une manière ou d'une autre parce que les dispositifs m'y aidaient, m'y contraignaient même, je dirais. Mais quand on connaît ta carrière et qu'on ne sait pas forcément ce que tu viens de dire à propos de Raymond Depardieu, on ne se dit pas que c'est le dispositif forcément qui t'intéresse, mais la personne qui est devant toi. C'est-à-dire on a le sentiment, quand on voit tous les films, que ce qui est important pour toi, enfin, d'après ce que je comprends, moi, c'est pas toi tenant la caméra, quelle caméra, comment, avec quoi, avec quelle technique, mais comment regarder la personne qui est devant toi et qui est une personne bien particulière. J'ai l'impression que c'est ça le point de départ, moi. Parce que j'ai le sentiment qu'au cœur de tous les films, il y a un personnage ou un groupe de personnes, enfin, une personne ou un groupe de personnes qui... Est-ce que, je veux dire, quand tu as vu ce film-là de Raymond Depardieu, tu avais déjà dans la tête quelque chose que tu voulais filmer? Moi, je crois que même dans ce film-là de Raymond Depardieu, il y a aussi cet aspect que tu évoques, c'est qu'on voit les gens. Une bonne partie de l'image est sur les gens. On voit des émotions traverser le regard, on oublie les dispositifs et on oublie tout ce qui se passe à côté. On voit les gens tels qu'ils sont face à leurs problèmes. Et ça qui m'a intéressé, je crois peut-être même intuitivement ou inconsciemment, c'est là m'est resté. Donc à essayer de montrer les gens, de regarder les gens à travers une caméra. Et c'est vrai aussi que depuis, je ne sais pas si c'est par faiblesse, mais je trouve que je n'arrive pas à être très conceptuel. Je n'ai pas envie de me perdre là-dedans. J'ai choisi des personnes, j'ai choisi quelqu'un et je me laisse guider par cette personne. Ça me fait de l'économie de beaucoup de choses. Peut-être aussi... de ton ego déjà. Pourquoi pas, mais seulement voilà, je trouve que c'est plus ou moins efficace pour aller tout de suite au cœur d'un sujet ou d'un problème. C'est marrant parce que les 2 sujets qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire le dispositif et la personne, on le retrouve très clairement dans tes 2 premiers courts-métrages, qui sont donc dans Congo Infoact, puisque le premier s'appelle Dame en attente, et que dans le film, après un passage comme ça de mise
de mise en situation où on voit toutes ces femmes comme ça et qui font beaucoup de bruit dans le dortoir parce qu'on leur demande de l'argent et qu'elles n'ont pas, elles ne peuvent pas payer pour sortir de l'hôpital, de la maternité où elles ont accouché, donc, et qui est toute la problématique du film, des dames en attente parce qu'elles ne peuvent pas sortir de l'hôpital en fait, parce qu'elles n'ont pas payé. Et ensuite, tu vas faire comme dans Délit flagrant, c'est-à-dire véritablement te mettre au bureau de la perceptrice qui reçoit ces gens, et tu te mets dans un coin et tu filmes. Hein, on est vraiment dans ce dispositif-là. Alors, il faut rappeler quand même qu'il s'agit d'un film plus ou moins d'école. Hein. Je venais de sortir de la formation de Joe Munga. Moi, au départ, je faisais exactement ce qu'il y avait dans des livres flagrants, c'est-à-dire être seulement dans cette pièce où cette femme percevait l'argent de femmes qui ne pouvaient pas, qui venaient d'accoucher. Seulement, à travers des discussions avec le formateur, Joe Munga notamment, pour eux, justement, il s'imposait maintenant le fait d'essayer de suivre ou de raconter autre chose qui se passerait au-delà de la pièce. C'était pas pour moi de mon fait. Si vous voulez. Moi, j'étais uniquement là. Le film a été fait uniquement dans cette pièce. Et seulement les formateurs m'ont amené à essayer de suivre la femme dans d'autres chambres, dans d'autres situations. Voilà. Et alors, dans le deuxième film, où là tu découvres le personnage de Mama Colonel, hein, donc tu vas reprendre ensuite, donc tu vas à Bukavu, et là tu suis les pas d'une femme donc... lieutenant, elle était lieutenant. Elle était lieutenant à l'époque, exactement. Une carrière aussi fulgurante que exactement. Et lieutenant donc est spécialisé donc dans les problèmes de harcèlement sexuel et de viol, etc. Et donc le film va tourner autour de son enquête autour d'un personnage, donc d'une femme qui a été violée et les violeurs qui ont l'air très tranquilles au départ. Donc on est là à véritablement suivre un personnage, et là tu sors alors, véritablement du dispositif dont on parlait à l'instant, et tu t'attaches à une personne. Et dans cette façon de s'attacher à une personne, ce que tu disais, j'ai l'impression que dans tout ton cinéma, en fait, c'est pas que tu cherches un sujet comme ça qui sort de l'ordinaire ou je sais pas quoi, mais tu cherches quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que les personnes que tu filmes sont des gens exceptionnels par un côté ou par un autre. Ils sont quand même assez incroyables. Hein, que ce soit dans Atalakou, que ce soit dans Examen d'État, enfin c'est des gens soit qui se prennent en charge, soit qui se débrouillent. Il y a un grand débrouille avec un grand D, et puis Mama Colonel, etc. Ou alors En route pour le milliard, tous ces handicapés. Donc on est un petit peu dans un type de cinéma où finalement ça fonctionne parce qu'on est dans l'exception, hein. Dans l'exceptionnel, on va dire, quoi. Oui, mais j'ajouterais peut-être... Pardon, on laissera parler après. Oui, parce qu'on peut choisir une personne exceptionnelle sans vraiment lui donner beaucoup de place. Oui. Et on va chercher ce qui est exceptionnel, plutôt que la personne. Oui. Alors que moi, ce que je vois, c'est vraiment la personne. C'est comme si tu lui déléguais, en fait, vraiment ton pouvoir, quoi. Je veux dire, tu la suis. Et quand tu dis suis, pour moi, vraiment, je souligne, parce que c'est un film sur un cinéaste qui marche, qui accompagne derrière un personnage, souvent. Ou qui court quand il s'agit d'une manifestation. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je fais... Il y a, en amont, en tout cas, quand je choisis je commence à préparer un film, je passe beaucoup de temps avant de me décider à qui, effectivement, le mot, il est assez bien trouvé, déléguer. Je peux déléguer ces sujets. Qui l'incarne le mieux, qui va m'aider au mieux de raconter cette histoire ou de traiter cette thématique. Et effectivement, à ce moment-là, le choix du personnage est très crucial et très important. Donc, je me rappelle que plusieurs fois, j'ai changé de personnage parce qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé soit qu'il s'écartait plus ou moins ou il m'écartait du sujet que j'avais envie de raconter, ou il ne les portait pas suffisamment. Et pour moi, c'est très important d'avoir un personnage, parce qu'à partir du moment où je l'ai, finalement, je dirais, c'est plus moi vraiment qui fais le film, ou le film dépend finalement de lui, ou du personnage. C'est très important parce que je ne les lâche plus, je ne les dirige pas, c'est lui qui me conduit, et que si j'ai mal fait ces choix-là, je sais que je ne veux pas toucher ce que j'avais envie de toucher ou de raconter ce que j'avais envie de raconter. Donc le travail est fait plus en amont que pendant le tournage.
À partir du moment où je rentre en production, je laisse faire et je me laisse conduire par le personnage. Alors, avant de passer à un extrait, là, je voudrais juste revenir sur ce que tu dis à l'instant, parce que tu rajoutes quelque chose qui me semble très important, c'est la question de l'intention. C'est-à-dire presque la note d'intention du film. Quoi, exactement. Hein. C'est-à-dire que tu cherches un personnage en fonction d'une intention. Exact. Tu as quand même quelque chose à dire derrière. Quoi. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est très important. Moi, je suis le premier, en tout cas à mes débuts, à m'ennuyer par rapport à cette pratique voulue par des commissions, à devoir écrire un projet, à clarifier ses intentions. Je trouvais ça plus ou moins fastidieux. Oui, mais aussi en me disant c'est du documentaire, on va chercher le film, on n'est pas sûr de ce qui va devenir et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des commissions qui vous obligent même quasiment à imaginer votre film depuis le début jusqu'à la fin et tout. Mais il faut dire qu'après coup, j'ai appris justement à l'intégrer, à l'adopter, parce qu'effectivement, ça te fait poser en amont des bonnes questions qui vont forcément servir pendant le tournage. La question justement du choix de personnage est résolue pendant cette étape de travail. Quand j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai envie de dire, ce que je veux dire, et par quel moyen ou par quel personnage je peux pouvoir le dire, tout ça, je suis obligé de le clarifier dès le départ. Et cela m'aide pendant le tournage à garder un fil rouge, si je peux dire ça, à ne pas me disperser, à savoir exactement ce dont j'ai envie de dire, et de sorte que quand il se passe quelque chose de différent de ce que j'avais en tête, je les sens tout de suite. Et je garde comme ça cette faculté à réagir par rapport au réel, parce que j'ai tout le temps en tête ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai conçu dès le départ. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as employé le mot attaché, tu t'attaches. Et en fait, on se rend compte, mais ça on va le voir au fur et à mesure du passage des extraits, que tu suis un personnage, non pas dans le même film, mais même parfois d'un film à l'autre. C'est vrai. Puisque Madame Renette, c'est un personnage que tu as connu au début, ensuite après tu reviens, et même des personnages de la guerre de 6 jours, la guerre des 6 jours que tu as rencontrés avant, et après tu vas les retrouver. Donc vraiment cette idée de suivre quelqu'un, c'est pas juste une façon de dire ou de faire, c'est une méthode, comme tu dis, c'est un principe quoi, fondamental. Quelqu'un auquel tu t'attaches quoi, pour te conduire ou l'aider à t'aider à raconter. À raconter. Alors, on va voir un extrait justement où tu suis véritablement un personnage, comme d'habitude, donc, qui est le personnage de Gaylor, donc dans Atalaku. Atalaku qui veut dire crieur. Et effectivement, Gaylor, donc c'est un pasteur et c'est vraiment un crieur parce que un pasteur adjoint. C'est un pasteur adjoint, c'est ça. Oui. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais enfin, en tout cas, c'est le deuxième de la paroisse, donc j'imagine. Et il est assez extraordinaire, ce personnage, parce que on est en période électorale et que tout le monde se dit « Ah, période électorale, on va pouvoir se faire quelques sous sur... qui vont nous retomber dessus, soit que les candidats distribuent de l'argent, soit que lui, justement, il se met au service des candidats pour recruter du monde, pour organiser des rencontres, etc. Et on le voit, donc on va le voir suivre Gaylor. Donc c'est toi qui suis Gaylor. Et lui se rend dans un cimetière où se sont installés ce qu'on appelle des kulunas, c'est-à-dire, on va dire, des brigands, un petit peu les gangsters du coin, mais qui ne sont pas très riches quand même, et qui sont à l'affût de tout bon plan, mais qui sont en même temps quand même pas évidents à aborder. Donc voyons un petit peu ça, et voyons surtout comment tu as abordé ça avec ta caméra.
Masaboete a Masabolo ba trop petit histoire ne ba pas ngana leader ici le bébé boy yo parole ba boni boyeko yo leader tigi ya lobati yani idem to lobati yoko minene wana poste monter no yo mtoto mukate president yo sola ba sola basta o ba te boma fina to kana leader president na lo ba yo lo ba o ma te pour parti president je beta listolo Lumena. Kakonde Lumena. Parce que tu profiter ma bonne pour la Kakonde Lumena. Tu vas bien nous les magasins. C'est pas une faire. Elle n'est ma beauté. Mais tu sur la autant ma mouvement. Ma dit mouvement. Parce que la route qui est. Tu vas faire sur la gratuite. Merci leader. Au pas. Tu vas bien ma bonne mot pour la Kakonde Lumena. Ma ta bête moi extrêmement décalé. Tu me connais. Kakonde Lumena. 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 Kakonde Député national, Lumena, Kakonde Lumena. Député national, Lumena, Kakonde Lumena. Député national, Lumena. Voilà, alors il faut dire que ça vient, c'est bien sûr coupé, hein, et ça vient en fait après bien 3 ou 4 minutes d'arrivée au cimetière, de prise de contact, et notamment de prise de contact avec le président des Kuluna, qui va donc être le porte-parole, hein, de Gaylor auprès de son groupe. Sachant que le groupe est quand même extrêmement difficile à gérer. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est comment filmer le chaos. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à un chaos absolu. La prise de décision chez eux, c'est quand même assez folklorique. Et donc, le problème, c'est comment tu arrives à te positionner là-dedans. C'est-à-dire que tu t'accroches à ce personnage, tu t'attaches, comme on disait, à ce personnage de Gaylor, donc tu es derrière. Puis peu à peu, tu vas aller un petit peu vers le côté pour pouvoir avoir aussi les interlocuteurs principaux, le président et le leader. Et puis, tu as ces prises de parole qui vont dans tous les sens, et donc avec des recadrages permanents, hein, où donc des problèmes de flou, des choses comme ça. Et donc une caméra qui n'arrête pas de bouger. Alors comment ça se passe sur place ? C'est un groupe que tu connais déjà, les Kuluna, tu les découvres pas avec Gaylor, puisque tu les avais connus avant. Hein. Ouais. Ça, c'est pas le même groupe. J'ai C'est connu pas le même groupe. un premier groupe qui, lui, n'a pas voulu être filmé. Ah oui, donc c'est pas les mêmes personnes. Ça, c'est le groupe que je rencontre justement grâce à Gaylor, grâce au pasteur qui m'amène. Alors avant, il y en a un qui dit « Oui, mais tu viens avec ton caméraman ou tu viens avec quelqu'un qui filme, tu vas payer pour ça. » Donc là, le fait d'arriver avec une caméra, c'est possible. Oui, parfois, parce que... Alors, il faut dire quand même que à ce moment-là, le contexte s'y prêtait. On était en pleine période électorale et c'est avoir une caméra qui circule. On est donc en 2012. En 2011. En 2011, voilà. c'est ça. Ouais. Le film est sorti en 2012, mais là, je filme en 2011. Donc, la caméra, il y en a plein partout dans la ville, et tout le monde filme parce que c'est la campagne électorale. Et moi, j'ai profité de cela, c'est pour ça qu'on a pris les risques, il faut le dire, d'entrer dans ces cimetières sans demander la permission et d'y aller directement. Et dans ces circonstances,
je m'attache, encore une fois, à un personnage. Mon personnage avec qui je suis arrivé. Quand je peux filmer, j'essaye de balader ma caméra pour chaque fois essayer. Enfin, j'ai toujours pensé au spectateur, à me dire où est-ce que je peux me placer pour rendre compréhensible ce que je suis en train de filmer. Mais quand je n'arrive pas à filmer, je filme la personne qui m'a amené. Donc, je joue sur les deux. Voilà, je joue sur ces deux registres. Donc, quand cela est possible, je filme tout ce qui se passe autour de nous. Et quand ce n'est pas, voilà, j'ai toujours quelque chose à filmer parce qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a amené là et que je suis censé filmer. Mais là, on a encore un peu l'impression que tu le cherches aussi. La personne. Oui. Ah oui, parce que il se perd. Parce que c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a toujours, pour moi, l'enjeu important dans une scène, c'est toujours de ne pas la rendre compréhensible ou de la filmer sans que l'on comprenne ce que j'ai envie de montrer. Et constamment, même pendant le fait de filmer, je me pose des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'arrive à comprendre ou quelqu'un peut comprendre ce qui se passe? Ainsi de suite. Et parfois, je les cherche et je me perds, hein, souvent d'ailleurs. Je crois que pour ce film-là, les tonnes de rushs qu'on a dû jeter à la poubelle parce que ça ne marchait pas, parce qu'on ne comprenait pas, parce que j'étais soit en retard, soit en avance sur quelque chose. Et l'exercice, c'est celui-là, en fait, d'être constamment en train d'essayer de trouver le film en le faisant. Parce qu'il n'est pas là, ou il n'est pas n'importe où. Donc, tout l'exercice, c'est de chaque fois essayer de trouver les bons endroits pour capter ce qui se passe. Ouais. Y compris les personnages, bien sûr, parce que parfois, ils se perdent aussi. Ouais. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on voit tout de suite l'extrait suivant, qui est le résultat. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire quand ils font leur performance devant le député en question, ou le futur député en question.
Voilà, donc être animateur de meeting politique est un jeu dangereux. En tout cas, encore des risques. Alors, je trouve ça extraordinaire. Hein. Les trois parties de ce passage, finalement tout très, très collé. D'abord, dans le premier, en dehors de quelques plans sur les spectateurs de dos, tu n'as aucun plan d'ensemble. C'est-à-dire, tu vas chercher du détail, tu vas chercher des corps, tu vas chercher du mouvement, on est dans le rythme de la musique, etc. Et ce rythme et cette sorte de chaos ambiant fait le rythme de ta caméra, quoi. Enfin de ton montage, on va dire. Mais quand même aussi de la manière dont tu cadres. Et tu vas chercher des détails, alors un pied qui prend l'air, les gars qui se balancent, etc. Et du coup, on capte quelque chose de complètement différent que ce que serait le reportage télé, quoi. On est complètement dedans, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis alors, dans la deuxième partie, on est encore plus dedans. Là, on est la nuit, on voit plus rien du tout. Et on voit plus que les billets et quelques altercations, quoi. Et ensuite, le résultat, ils sont tous complètement avec... c'est-à-dire qu'on devine que, bien sûr, ils se sont bagarrés. Ouais. Donc, c'est dedans qui est important, parce que c'est vrai qu'à la télé, on peut voir des images de situations en Afrique ou ailleurs, mais plus peut-être en Afrique, dans un continent qu'on ne connaît pas très bien, où c'est vu soit de l'extérieur, soit pas d'aplomb, dessus, quoi. En surplomb, on va dire. Hein. Or là, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est vraiment dedans, quoi. Je pense que c'est ça. Et quand on dit que tu t'attaches à un personnage, c'est vraiment parce qu'il va te permettre d'entrer déjà dans quelque chose, et en même temps de te donner la possibilité, tout en s'accrochant à lui, d'aller encore plus loin dans ce qui se passe. Et là, on a l'impression d'être avec eux, mais vraiment avec eux. Je crois que c'est ça qui est important et qui est très fort, et qui, politiquement, je crois, effectivement, donne une image, mais une autre image, je veux dire, de ce qui se passe. Là, une image, mais vraiment, on va dire, plus... direct, tu disais tout à l'heure. Enfin, une image, parce que on est avec eux, quoi. Grosso modo, c'est des images qui nous montrent comment se passe la politique au Congo. Je veux dire, on est parce que c'est un meeting politique, mine de rien. Et les rapports de force, on voit ce député qui est complètement dépassé par les événements. Là, je veux dire, il va se balader en quartier populaire parce que c'est ses électeurs, mais je veux dire, on voit bien qu'il n'y met jamais les pieds et qu'il est complètement effaré par ce qu'il est en train de voir, quoi. Donc il y a une sorte quelque part de dérisoire absolu dans l'ensemble, aussi bien de l'organisation préalable que de la tenue de ce meeting, quoi. Oui, ouais, je crois. Seulement, pour revenir à ce que vous disiez au début, s'il n'y a pas, par exemple, un plan d'ensemble, c'est parce que sur le moment, justement, j'y ai pas pensé. J'étais tout simplement en train d'essayer de capter des moments, et c'est vrai que mon focus était sur le corps, sur les jeunes qui dansaient, et je me suis retrouvé au montage avec pas tous les plans pour rendre la scène viable. Et du coup, il a fallu bricoler un montage, en tout cas faire dire aux scènes, aux petits plans que j'avais, ce qu'on pouvait le faire dire, de sorte à lui rendre compréhensible. Parce que pour avoir un plan d'ensemble, il a fallu par exemple que je monte sur un bout de mur. Et là, sur le moment, je n'y avais pas pensé, je ne pouvais pas. Et je suis resté dedans voilà, à filmer. Et cela m'arrive souvent, en fait, d'être soit trop pris par quelque chose et du coup manquer des plans au montage. Pour ce qui complique le montage. Forcément. Je pense que c'est pour ça que j'ai, depuis une certaine, je dirais, déformation, qui m'oblige, par exemple, à penser le montage, même pendant le tournage. Oui. Parce que souvent, je me suis fait avoir à filmer des choses qui m'avaient l'air de fonctionner, mais qui n'étaient pas complètement montables. Et aujourd'hui, voilà, je pense régulièrement à ce qui peut me manquer au montage pendant le tournage, et de sorte à me faciliter la tâche. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps là? Entre-temps,
Non, ils se sont rentrés dedans. Oui, Voilà, oui, c'était. Ça, tu l'as Ça, on pas le voit fait. pas. Ça, on le voit pas. Non, non, à un moment, j'ai dû partir. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'impression, effectivement, que la caméra, comme tu étais dedans, c'est comme si la caméra s'était évanouie, comme s'il était tombé dans les pommes. Non, non, c'est que il y a quelqu'un toujours qui était comme une espèce de fixeur dans ces groupes-là, et qui était respecté par le jeune, et qui, entre guillemets, garantissait un peu ma sécurité. À un moment de la dispute, il m'a dit, là, ça devient dangereux, il faut absolument partir. Moi, j'étais pris à essayer de voir jusqu'où... et lui, il m'a dit, il faut qu'on parte là. Et moi, je suis revenu le lendemain, je filmais un peu comme j'ai vu, hein, les résultats de ce qui s'était passé. Mais je te pose cette question-là parce que ça arrive souvent, même quand il y a des manifestations. Ouais. Tu es dedans, tu es totalement pris dedans, ouais. il arrive un truc, un tir sur la foule, etc. Et après, c'est le chaos, et après, tu reprends. C'est comme si tu étais dedans et qu'il t'est arrivé quelque chose, tu es tombé, ou tu t'es enfui, enfin peu importe, ou tu t'es évanoui, ou enfin la caméra, etc. Et puis tu reviens après, c'est pas quelque chose qui est très... En tout cas, là sur le coup, j'ai dû arrêter parce que la personne qui m'aidait un peu à filmer pendant ces moments-là m'a dit que ça peut dégénérer. Là, ça va trop loin. Et que c'est comme c'est tard la nuit, il faut mieux qu'on parte. Et jusqu'à ce qu'on parte, c'était encore juste des engueulades. Mais c'est le lendemain que moi aussi j'ai découvert que... Oui, parce que tu es resté jusqu'au dernier moment. Il dit le couteau, laisse le couteau. Ils ont commencé à tirer sur tes Oui, c'est là où on m'a demandé de partir. Ouais. Et le plan du départ de cet extrait-là, où tu les accompagnes dans le sens... Tu les filmes pas, tu es avec eux, quoi. Tu es dans la foule, tu es dans la file même, hein, dans la file des gens. Et ça, on retrouve ça dans d'autres occasions dans ton cinéma, c'est-à-dire cette manière d'être avec les gens, de partager quelque part leur parcours. Quoi. Et ça, je trouve ça très fort, parce que c'est très fort dans la position du spectateur aussi, où on est vraiment engagé. Oui, parfois je le fais, mais souvent j'essaie de l'éviter, c'est-à-dire d'avoir une caméra qui sait et qui attend. Voilà, souvent je ne sais pas où on va. Je me laisse amener par le personnage, les gens que je filme. Et quand je peux le deviner en avance, c'est vrai que parfois j'essaie d'anticiper, de me trouver pour attendre que cela arrive. Mais souvent, c'est plus simple pour moi d'accompagner, d'être amené que d'attendre, que d'être devant. Avant je ne sais pas si tu veux passer à un autre film, parce qu'en fait, au-delà de tous ces détails, en fait, ce qui se dégage de ce film-là par rapport à cette campagne électorale, à la situation politique, c'est une idée. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, malgré ce côté, entre guillemets, spontané, direct, de participation avec les gens, le film capte quand même une idée très très forte par rapport à ces élections, où effectivement ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais gagner de ça, puisqu'il n'est pas question ni de programme, il n'y a pas de choses, enfin il n'y a pas des choses qui relèvent vraiment du contenu. C'est tout le temps, ça tourne autour de comment je vais gagner un peu d'argent, etc. Et ça en dit long aussi sur la situation politique. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que effectivement, l'intention dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui m'amène à filmer ces genres de scènes. Au départ, c'était clair pour moi que ce que je voulais raconter de ces élections, c'était ces sentiments, en tout cas partagés, qu'il s'agissait tout simplement d'un moment comme un autre de la débrouille. De voir les gens qui vont se servir de cette occasion pour se faire un peu d'argent. C'était ça mon intention de départ. Et je voulais être là où ça se passait. Avec qui déjà, c'est une idée très forte. Exactement. Elle vient d'où, cette idée? D'un constat, en fait, à partir du moment où je vis à Kinshasa, je regarde comment ça se passe, et je me suis rendu compte que c'est pas comme ailleurs, hein, où les élections, c'est un moment important de la démocratie, où les gens attendent de pied ferme pour faire passer des idées, pour porter au pouvoir une idéologie. Chez nous, ce n'était pas le cas. C'était, en fait, les gens, s'ils attendaient l'élection, c'était pour autre chose, c'était pour une autre raison. Et souvent, c'était parce que ça va générer un peu de bénéfices, des profits, ainsi de suite. Et j'ai anticipé là-dessus, j'ai écrit un dossier, monté un dossier là-dessus, en disant que voilà, ça sera les élections au Congo, mais pour la plupart des Congolais, ça sera le moment de se faire un peu d'argent.
Et là, j'ai été conduit à trouver des personnages ou de situations qui étayaient un peu cette intention dès le départ. Oui, c'est le tragique politique congolais quelque part. Hein. Et ce qui me frappe dans la troisième partie de ce qu'on vient de voir, c'est qu'on est dans le silence absolu. C'est-à-dire que là, c'est un choix aussi de montage, c'est-à-dire que vous avez absolument pas mis même il n'y a pas de fond d'ambiance, il n'y a pas de. Je veux dire, on est dans le silence. Ouais. Bon, c'est peut-être que voilà, on aime bien aussi se faire plaisir au montage, hein, sans forcément avoir une idée du cinéma élaborée derrière. C'est juste que oui, à ce moment-là, ça s'y prêtait. On se disait ouais, on est quand même dans quelque chose. Voilà, d'assez tragique. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, on montre plutôt que de dire. C'est ça. Juste quelques plans, ça permet de comprendre plein de choses. Ouais. Je propose qu'on avance parce que l'heure tourne malheureusement et qu'on passe à Examen d'État, qui est ton film suivant, donc 2014. Et donc on va se retrouver. Alors là, tu as un personnage particulier, même si tu suis tout un groupe. Et ce personnage s'appelle Joël. Et je propose qu'on le regarde également aussi, tu vas voir, dans la question de comment tu travailles sur ce personnage et avec ce personnage. C'était l'année d'après, juste l'année d'après. Ouais. Ah oui, non, il enchaîne. Non, mata côté batutu mata 200 francs. Non, mais tala. Nazo mata côté batutu mata. Ouais, ba debele ça. Mbongo kasi ezali. Yoza na mbongo. Nazo ezata question le remonter nazo mata. Ouais, ba debele. Ya 200 francs. Hey. Et l'autre décidé na ba master tokende luka ndako moko be manoir tofanda toluka ba archive totanga me na ndako yango tokozala ebele tokobanda moke me tokokoma ebele me toyebani bafamille te motu na motu esika ye tokokutana bana bamagicien banani bamiyibi bashege nde nazosenga nazala sous protection na yo eloko mabe komelanga te botenga mpe nakota na mosala oyo opesi ye ezali mosala na bango ndenge basala 1000 2000 3000 tele na se merci oza mwana. Voilà, alors donc contexte, examen d'État, c'est le baccalauréat. De toute évidence, d'une part, les premiers plans du film montrent à quel point le lycée est dans un état délabré absolu. Et en plus, on demande aux élèves la prime des professeurs, qui est donc touchée par quelqu'un qui vient dans les formes. Et les élèves, une partie des élèves n'ont pas l'argent pour payer, et donc sont exclus du lycée au moment où il faut qu'ils préparent le bac. Et donc ils vont se trouver une maison abandonnée, enfin qui est en travaux mais qui n'est pas terminée, où ils vont pouvoir loger un peu même le sol, on va dire, et se faire cours, où il y a des anciens qui viennent leur faire cours et les aider à préparer le bac pendant 2 mois avant l'examen. Et à la fin du film se passera sur justement la question des résultats et si la chose a fonctionné ou pas. Et là, on a donc le personnage de Joël que tu suis un peu en particulier. Alors ce qui me semblait très intéressant là, c'est qu'on a 3 dispositifs qui se suivent. Le premier dispositif, c'est Joël que tu accompagnes parce que le gars dit « mais oui, mais vous deux, je vous trouve de la place sur une perroque pour vous deux ». Et on comprend vite que mais la caméra, etc., que le deuxième, c'est toi. Donc le dispositif du film, enfin l'équipe technique du film, c'est toi. Il n'y a pas de perche, il n'y a pas, etc. Ça veut dire que Joël, il a un micro HF. Exactement. Donc un micro sans fil. Et donc on l'entend encore parler, ce qui te permet de le laisser partir à un moment. Tu continues à suivre ce qu'il dit et comment il négocie le fait qu'il va payer 200 au lieu de 2000 pour traverser le fleuve.
Et les chiffres sont importants, puisque tout de suite après ce monologue sur lequel on va revenir, arrive le charlatan, qu'il va voir, donc qu'il a déjà vu un peu avant dans le film, donc on sait qui c'est, à qui il va donner 3000, hein, donc pas une petite somme, mine de rien, pour donc les francs congolais, hein, pour obtenir cette protection, etc. Et donc entre les deux, tu mets quelque chose que tu fais jamais dans tes films, tu mets un monologue en voix off de ce Joël et de ses inquiétudes par rapport au processus dans lequel il se met, c'est-à-dire d'aller partager la vie d'inconnus pendant 2 mois pour préparer l'examen d'État. Et là, on est donc dans un dispositif comme ça où c'est toute une série d'intentions qui, là encore, s'expriment, quoi, hein, et où on sent que ce que tu disais tout à l'heure m'a beaucoup frappé quand tu disais que tu te poses toujours la question de la compréhension du spectateur. Là, tu prends ces moyens-là pour nous faire comprendre que tac, tac, tac. Exactement. Je suis un réalisateur, voilà, je dirais, qui est assez soucieux de comment on va recevoir le film, de comment on va le percevoir et surtout le comprendre. Et pour moi, tous les moyens du cinéma sont bons à partir du moment où ils sont mis au service de la compréhension du récit. Et là, je pense que, si je me rappelle, on avait un problème de rythme dans le récit, où une fois qu'on le voyait traverser, qu'il arrivait, qu'il s'est représenté devant celui que vous appelez le charlatan, ça nous cassait quelque chose. Et comment, justement, gagner du temps au montage pour maintenir le rythme. On s'est dit, peut-être qu'on peut l'entendre parler pendant la traversée, de sorte à passer tout de suite sur l'action de ce qu'il veut faire. Voilà, on a trouvé que ça nous faisait gagner du temps, et en rythme en tout cas, et il y avait quelque chose à tenter, et on l'a choisi. Donc, pour moi, à partir du moment où on peut se servir de quelques techniques pour améliorer la compréhension du film, c'est légitime. Parce que là, c'est très construit, hein, avec les sommes ont leur importance, parce qu'on voit ce que ça représente de ce qu'ils donnent aux charlatans, etc. J'appelle le charlatan, on pourrait dire, effectivement. Voilà, là-bas on l'appelle le marabout. Le marabout, voilà, le marabout, mais là, quel marabout, quoi. En tout cas, il se fait avoir jusqu'au bout. Ouais. Tu veux intervenir dessus? Non, on va peut-être voir la suite. Alors, on va peut-être voir la suite. Et qui est donc, on est encore dans l'examen d'État. Et là, c'est la question de la prière, du cours et de la prière, c'est-à-dire là, on est dans la maison et on va donc partager un petit peu ce quotidien des étudiants qui se font à la fois cours, mais qui aussi prient ensemble. Yo, bolole. So nazangi mbongo na obeta brike te. Ngai. Ina mafuta koboya na ngote. Mutako pakola te. Akoboka ba unité na ndenge zo na so mango nde papa. Na motema na pindai mpona yo na kosala nyonso yo moninga malamu Yesu Yesu yo moninga malamu Yesu yo Question.
calculer son réciproque. Ici, on a travaillé seulement notre équation. Maintenant, on va travailler son réciproque. Comment est-ce qu'on va faire? Pour trouver la fonction réciproque de toute équation, on change seulement les deux valeurs. Parce que, maintenant, on va changer seulement, on va permuter seulement ici. Cette permutation ici. C'est ça qu'on va faire ça. On va faire x égale x moins 1. X moins 1 égale à y moins 1. Félicitations. C'est bien. Demain aussi, on peut faire comme ça. On va les prier. Bien-aimé, toza kotanga sa intervention nzambe tokozwa te. Ete satani ngai ngate ke progresse makati ya bana na nzambe. Tokende kozangisa satana makoki. Satana za ko se plater na nyoso toza ko sala. Ini fois biso toza ko bondela satana pesa ko evoquer kuna. Tokende kotindela e moto. Ete azanga makoki na kati, azanga makoki likolo bana nzambe. To pamela na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia ko toke ko pamela nyoso ya satana. Nyoso ya mabeko. Toke ko pamela na kombo na Yesu Masia. Toke ko tika Voilà. Alors là, on est vraiment dans la géographie. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, ils installent. Ils installent et tu les suis en installant. Là encore, pas de plan d'ensemble et de trucs. C'est toujours dans le détail. On retrouve Joël et tout. Et ils sont en train de mettre leur espace en place. Une fois que cet espace existe, le cours peut avoir lieu. Et là, toi, tu te mets à une certaine position qui te permet de voir l'ensemble du processus, et notamment ce processus de processorat, quoi. Et puis arrive le moment de la prière. Et là, l'espace, tu le partages avec eux quelque part par des détails, là encore, très peu d'ensemble, hein, mais plutôt des plans fixes, mais qui vont chercher du détail, quoi. Et qui vont chercher à quel point la croyance joue aussi que... comme dans l'ensemble du monde, on croit toujours que c'est Dieu qui doit faire pour nous, plutôt que nous, on doit faire pour lui. Donc on est dans ce cadre-là où ces jeunes s'organisent et finalement mettent tout ce qu'ils peuvent dans leur panier à disposition pour essayer de gagner cet examen, y compris le Seigneur Jésus, quoi. Hein. C'est un peu ça, quoi. Oui, vous avez tout dit. Hein.
L'idée, c'était encore une fois, comme toujours, c'est de comprendre à la fois matériellement comment ces choses se passent, mais aussi au-delà, en fait, d'essayer de capter tout ce qui se passe, en tout cas tout ce qui se passerait ou tout ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, quels sont leurs ressorts, je dirais, émotionnels, psychologiques, leurs croyances. Tout ça, pour moi, était important de montrer, en tout cas d'essayer de montrer pour plus ou moins donner les clés de compréhension aux spectateurs. Parce que souvent, les gens qui regardent ce film ne savent pas de quoi il s'agit ou comment on en est arrivé là. Et ces questions-là, je me les posais bien avant. C'est-à-dire que, voilà, on est dans une situation étrange. Il se passe que les élèves doivent déserter les salles des cours pour étudier par eux-mêmes en vue de passer leur examen d'État. Comment on en arrive à ces genres d'extrémités? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée ces cadres, en fait, et je crois instinctivement, j'avais envie de montrer tout cela par tout ce qui était, tout ce que je pouvais capter avec la caméra. Et cette maison, par exemple, voilà, c'était pour moi un peu allégorique pour ces jeunes qui sont en train de construire leur avenir. Et on est dans une maison en chantier qui va se construire. Et on est en lieu de se poser la question de savoir, une maison qui se construit dans ces conditions-là, voilà, on peut facilement deviner quel sera son sort. Et c'est pour ça que j'ai filmé ça de cette manière, en tout cas pour essayer de toutes les manières. Le plus important, encore une fois, c'est rester avec ces gens, le montrer, le voir, en tout cas les laisser eux-mêmes raconter cette histoire. Voilà. Parce qu'avec la prière, on est sur le fil du rasoir. Là. Je veux dire, l'occidental qui regarde l'Africain se pâmer de transe comme ça dans les églises du réveil, à chaque fois, ça donne quelque chose du domaine. Ils sont assez naïfs, assez pour y croire, assez non développés pour rentrer encore dans ces jeux-là, etc. Or, quand on regarde de plus près, que ce soit l'histoire congolaise, avec qui a dirigé le Congo, par exemple, le premier président qui était un prêtre, etc., Kasavubu, ou l'importance de l'Église kibanguiste, etc., l'Église a toujours été un facteur de résistance. C'est-à-dire que la croyance qu'ils ont, eux, les élèves, qui mettent en place comme ça dans leur prière, fait partie de leur moyen de résister à ce qui leur arrive, c'est-à-dire que l'État les lâche complètement, quoi. Même bien au-delà, parce que c'est vrai que ce que vous dites par rapport à l'Occident, qui va regarder tout ça d'assez loin, sans vraiment avoir toutes les clés, ces réflexes-là, effectivement, c'est ça qui ressort le plus souvent. Mais pour moi, le plus important, c'est aussi pour les Congolais, justement. Parce que parfois, on est dans des réalités, parce qu'on y est depuis fort longtemps, parce que c'est l'habitude, c'est la tradition. Plus personne n'a le temps de réfléchir. Tandis qu'en regardant le film, un peu comme un miroir, il y a quelque chose d'assez gênant même pour le Congolais lui-même, d'assez étrange. Et cela peut permettre la réflexion, ne serait-ce que ça, ou un débat. C'est vrai que ce que vous dites par rapport à la croyance, on l'a depuis le temps et on ne sait même pas d'où ça nous vient. Mais rarement les choses de la vie nous permettent de le remettre en question, de le réexaminer, de le regarder autrement. Et le cinéma, je trouve qu'il est assez fondamental là-dessus. C'est que ça nous renvoie à un miroir sur nous-mêmes qui force malgré tout à une réflexion et à se poser des questions par rapport à toutes ces questions-là. À partir de là, voilà, ce n'est plus vraiment une question de comment quelqu'un qui n'est pas congolais ou africain pourra percevoir le film, c'est pour nous-mêmes aussi. Comment on va percevoir nos propres réalités, nos propres traditions, voilà, nos quotidiens et nos conditions de vie.
Parce que dedans, dans la vie de chaque jour, on n'a pas le temps. Mais voilà, à travers le cinéma, à travers le film, on a plus ou moins le temps de se poser, de regarder, d'examiner, de se dire ça va quand même trop loin. Ça devient absurde tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je fais aussi un peu de film aussi, parce que c'est une façon aussi de nous tendre à nous-mêmes un miroir. Oui, parce que ça, moi, ça me paraît être une question fondamentale par rapport au cinéma africain, comme on dit, dont on pensait avant qu'il n'était pas suffisamment africain, parce que c'était d'autres qui filmaient l'Afrique, et qu'il est devenu africain à partir du moment où les Africains ont commencé à filmer des Africains avec Sambène. Sauf que il y a un problème là, parce que on peut penser effectivement que pour connaître une société, il faut l'avoir de l'extérieur. Enfin, c'est ce que disait Jean Rouch à Sambène. Et Sambène de lui répondre, mais non, il faut que nous, on se regarde soi-même. Voilà. Et justement, ce qui est paradoxal dans ton cinéma, et ce que tu dis le confirme, c'est que tout en étant dedans, toi, tu donnes une image de ce qui se passe. C'est ça. C'est cette distance-là qui est intéressante pour nous. C'est-à-dire, en regardant un film où le narrateur, ou celui qui raconte est à l'intérieur, ça nous permet, nous aussi, Africains, de voir notre réalité. Exactement. On ne la voit pas mieux quand on est à l'extérieur. On la voit en se regardant dedans. Moi, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui nous ramène à la question, enfin, un peu pour parler rapidement, de l'africanité. C'est un film ancré, je veux dire. Ancré, justement, parce qu'on est à la fois très, très, très dedans, et en même temps, nous, les spectateurs, on est quand même on est à l'extérieur. Et je trouve que ça, effectivement, par rapport à la question de la religion, le rapport de la religion, de la foi, avec les difficultés, la précarité de la vie, puisque là, ils n'arrivent pas, en fait. Ils sont sortis de l'école pour réussir. Enfin, ils sont sortis de l'école pour mieux travailler. Et forcément, évidemment, la question de la foi se pose nécessairement à cause de cette précarité. Oui, non, juste pour abonder, il y avait une anecdote qui me revenait. Quand j'ai montré ces films, même à Atalakou, à l'époque, c'est que tout ce que j'ai décrit dans l'examen d'État ou ce que j'ai raconté dans Atalakou, c'est d'une banalité terrible aujourd'hui. Tout le monde sait que ça se fait comme ça se passe comme ça, personne. Mais c'était assez curieux de voir des débats passionnés que le film avait provoqué. Au point où certains étaient si énervés, pas parce que c'est plus ou moins vrai ce qu'on vit, mais parce que c'est raconté dans un film. Parce qu'on le montre. Parce qu'on le montre. Et voilà, c'est juste pour abonder sur ce que vous disiez, c'est l'essentiel, en tout cas pour moi étant cinéaste, quand je raconte finalement des histoires qui me sont proches, des histoires personnelles, c'est vraiment pour tendre ces miroirs-là à notre société. Parce qu'il y a des choses qu'on supporte malgré tout, qu'on supporte facilement, qu'on accepte facilement. Au point de ne plus penser qu'on doit les regarder. Voilà, et qui nous explosent dans la figure à partir du moment où on les voit à l'écran. Et à partir de là, peut-être une certaine réflexion, un certain débat peut naître, et peut-être pour améliorer les choses. Tu veux dire l'énervement n'est pas au niveau que le cinéaste devrait être l'ambassadeur de son pays à l'étranger et que donc montrer l'état des choses, pour les plus paresseux, c'est ça. On s'arrête à se dire, si vous avez l'occasion de montrer des films, pourquoi ne pas montrer les choses qui marchent, entre guillemets, et même si c'est compliqué de les trouver, moi, des choses qui marchent au Congo. Mais voilà, les gens, certains en tout cas, qui ne vont pas plus loin que ça, s'arrêtent à ce genre de réflexion. Voilà, vous êtes des ambassadeurs, vous montrez les images, vous croyez quoi, le film français ou américain, ça vous montre ce qui vous fait envier ces pays-là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème ou de misère ou je sais pas quoi et que vous voudriez faire autant. Le cinéma, ça doit servir à ça. Voilà. Mais pour les gens qui vont un peu plus loin, ça devient encore même plus, je dirais, plus pernicieux. C'est que ce n'est pas tant d'être ambassadeur ou pas qui pose problème. Ce n'est pas non plus qu'ils nient ce que vous montrez. C'est simplement ne pas supporter ce qu'ils voient. Et c'est le plus, je dirais, quand quelqu'un de pareil se manifeste dans un public, voilà, ils sont coriaces. Parce qu'aucun débat, aucune réflexion n'est possible avec eux. C'est que
le film est plus, je dirais, plus difficile, plus condamnable que la réalité. Qu'on vive dans ces genres de situations, c'est pas grave. Que les gens meurent alors que d'autres vivent comme un petit groupe, s'accaparent de toutes les richesses, c'est pas terrible, tout. Mais le montrer, avoir ça à l'image, c'est le plus criminel de tout, quoi. Et on vous attaque pas pour autre chose, seulement l'effet de les avoir parce que vous montrez. Parce que vous l'avez montré. Il faut rappeler. Voilà. C'est un moment qu'on a vécu, qu'on a oublié, ou qu'on essaie de refouler. Peut-être même pas un moment, simplement juste la réalité. Parce que, par exemple, la question de l'examen d'État. Aujourd'hui, le Congo est parmi les pays africains qui produisent le plus de diplômés par an. Mais c'est de cette manière-là que sont produits ces diplômés. Et ça ne pose à personne aucun problème. Jusqu'à ce qu'un film arrive, il faut parler de ça. Et c'est le film, en fait, qui est plus problématique que les faits que tout le monde connaît depuis des longues années. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les débuts des cinémas d'Afrique, c'était théorisé par exemple par André Gardis dans L'espace miroir, justement. C'est-à-dire que c'était ça l'enjeu, de faire à travers de la fiction du documentaire, quelque part. Et je me souviens de Caboret qui me disait une fois dans un interview, c'est la réalité, c'est le cœur et le corps des films. Donc on est vraiment dans ce rapport-là. Et ce que tu dis, en fait, je trouve ça très intéressant parce que ça dépasse ce niveau-là. Et que toi, tu es un cinéaste des années 2010, quoi. C'est-à-dire un moment où la réaction du public et même ta démarche, toi, va être à un autre niveau, et qui est ce niveau dont tu parles, c'est-à-dire qui va être dérangeant, parce que on met au milieu de la table les problèmes sur lesquels on vit, et c'est plus seulement la question du miroir, ça devient véritablement la question de la politique, quoi. C'est-à-dire ça devient dynamique, quoi. En tout cas, mes films passent d'emblée pour des films politiques, hein, ça, à tort et à travers. Voilà. Les gens m'ont affublé ces titres-là des cinéastes. Oui, toi, tu ne parles jamais de politique, en fait. Tu filmes quelquefois les députés. Donc là, on va y arriver, au film politique direct. Hein. Absolument. Alors, on a quand même Maman Colonel. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en 2015, tu crées Kiripi Film. Donc, quand mon ami est décédé. Parce ça. qu'il faut dire que tous les films que j'avais fait avant, c'était plus ou moins grâce à mon ami. Parce que Atalakou, par exemple, ce n'était pas mon premier film que j'ai envisagé de faire, mais que j'ai pu le faire simplement parce que Kiripi a décidé de me soutenir, mais avec les moyens du bord et tout ça. Et quand il est décédé en 2015, j'ai voulu lui rendre hommage, surtout parce que j'avais plus personne sur qui m'appuyer de cette manière-là. Donc Kiripi Katembo Sikou, qui était véritablement ton partenaire, notamment de production. Et donc en 2017, Maman Colonel. C'est ça. Qui est donc où tu reprends effectivement le sujet que tu avais avec le film qui s'appelle Tolérance Zéro, qui était donc dans Congo in 4 Acts, et tu retrouves ce personnage, et manque de peau, ce lieutenant, donc cet lieutenant que tu pensais filmer à Bukavu est nommé à Kinshasa, et donc tu es obligé de la suivre quelque part. À Kisangani. À Kisangani. Alors on va voir un extrait. Film qui a été déjà montré il y a 2 ans, je crois, au festival. Hein. Il a été montré. Tout à fait. Ici, le public du festival se rappelle. Donc, juste rappeler pour les spectateurs, le personnage, donc cette femme qui va devenir, donc qui est devenue colonel, s'occupe de tous les problèmes de harcèlement sexuel, de protection de l'enfance, etc. Et donc va être confronté aussi à toute la question des femmes qui sont laissées pour compte de la guerre des 6 jours. Mais dans l'extrait qu'on va voir, c'est son premier contact avec son équipe de policiers. Elle a une équipe avec elle, et on va voir comment ça se passe. Gardez-vous. C'est au centre. Madame commandant, escadron protection d'enfance et lutte contre violence sexuelle. Effectif normal, 19. Présent dans les rangs, 11. Justifié, 8. Non justifié, néant. La situation vous est présentée par commissaire adjoint
Kalonda Aluta Benjamin. Merci beaucoup pour la prestation. Faites reposer les autres. À vos ordres. Pour tout le monde, repos. Nayebi te soki nakoloba na monoko nini lingala na lingala nange ezalaka très propre koremarke yango nakoza komélange kaka na lingala na français mbote na bino banso Mbote, bonne santé mon colonel. Merci beaucoup. Nasepeli depuis premier jour tango nayaki awa ndenge boyambaki ngai. Vraiment nasentiraki que na tiki bandeko na nga na Bukavu me nakuti bandeko na nga mosusu awa. So tozalaka na clan te tozalaka na tribu te. Tomoni biso nyonso ndenge tolati elamba ya bleu nde yango wana. Ndenge namoni boza awa to constituer équipe na biso ya police pour la protection de l'enfance. Ezalaka musala ya makasi. Il faut zala articuler, il fallait uzala force fort pour oyeba ndenge nini okosala na bureau oyo. Muti alege akoki kosala na bureau oyo te. Ndenge na ye awa bozala na confiance. Tokobongisa musala, tokoningisa awa. Bino moko bokomona esika ba infraction ezali tokokende kobenda ba infraction wana. Wana nde bokoyeba vraiment bokozala la goût ya musala oyo. Bao bakendaki bo bakimaki musala, bokende koluka bango nde mission na pesi bino. Bokende koluka bango, boyebisa bango baya musala. Mama colonel alobi bino nyonso bozonga, bokutana na ye bosolola. Botala ndenge nini boko gonfler effectif. Kombo na ngai Munyole Sikujua Honorine. Naza veuve. Mère ya bana 7. 4 yanga moko na 3 on adopta. Merci beaucoup. Maintenant nous devons entrer pour aller visiter. Suivez-nous. Allez, on suit. Voilà. Alors, si j'ai pris cet extrait, alors d'abord, il y a la question de la langue qui est intéressante, puisque là, elle arrive... En fait, Kisangani, si je comprends bien la complexité, c'est le carrefour. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'est, on parle... À l'ouest, on parle de lingala, et à l'est, on parle le swahili. Et donc, elle vient de Bukavu, donc elle parle swahili, et Kisangani, donc là, apparemment, on s'exprime davantage en lingala, qui est la langue aussi de Kinshasa. C'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, Laurent Désiré Kabila était tellement mal perçu par les gens de Kinshasa, parce qu'il ne parlait pas lingala, par exemple. Ouais. Donc, mais indépendamment de cette question de la langue, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet extrait, c'est la position de ta caméra. C'est-à-dire que on a là un groupe qui est sous une forme carrée, tout ça ne bouge pas, on est loin du chaos dont on parlait tout à l'heure. Et on a par contre la manifestation d'une hiérarchie. Et toi, le problème, c'est d'arriver à placer ton personnage, qui est Maman Colonel, donc, avec comment cette équipe la reçoit et comment il se situe. Et ça m'a fait penser à un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Histoire d'un regard, de Mariana Otero. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Et alors, dans Histoire d'un regard, elle est à retrouver les photos d'un photographe célèbre, et ce photographe célèbre a fait les photos de Cohn-Bendit en 68, très connu, où on le voit qui est face à un CRS de manière très, très provocatrice, quoi. Et elle retrouve toutes les planches contact de ces photos. Et elle voit quelle position il a cherché pour arriver à faire cette photo-là. Et en fait, il a tout le temps tourné autour du groupe, il s'est tout le temps infiltré entre les gens, etc., pour arriver à capter ce qu'il voulait capter. Et ça m'a fait penser à ça, parce que là, on a un peu l'impression de ça. C'est-à-dire qu'au départ, tu te mets au niveau de Maman Colonel, donc dans sa position hiérarchique, le groupe est en contrebas. Ça pourrait continuer comme ça. Mais non, tu commences à prendre le tour du groupe et tu vas essayer de la capter derrière les épaules. Et puis, tu as des moments de montage
où on continue de l'entendre parler, mais tu les filmes comme ça, en alignement, etc., jusqu'à ce que finalement, ils partent. C'est-à-dire que ce qui est intéressant par rapport à la question politique dont on se posait la question quand on composait tout à l'heure, c'est que là, on a une instance de l'État qui est importante, parce que quand il n'y en a pas, c'est épouvantable hein, dans un pays, quand il n'y a plus de police, quand il n'y a plus d'armée. On a un ensemble de gens qui ont pour mission de faire de la protection de l'enfance et des femmes, ce qui est quand même extrêmement difficile dans le pays. Et donc ils sont confrontés à des situations extrêmement complexes. Et donc j'ai trouvé que ton échelle de plan, ta recherche de positionnement de la caméra était vraiment un exemple de méthode de cinéma. Bah, tant mieux, mais honnêtement, moi, ce qui m'a... sur le moment, c'est deux choses en fait qui me conduisaient, qui me guidaient. Le premier, c'était encore et toujours rendre compte de ce qui se passe, mais ensuite, plus particulièrement, c'était l'idée qu'au montage, j'aurais besoin de couper, d'écourter le long discours de maman colonel. Je savais que le discours, en tout cas j'ai senti que les discours allaient être longs et qu'au montage on ne pouvait pas tout montrer, tout garder. Et comment faire pour couper le discours sans créer des sauts pour l'œil, des choses désagréables en fait qu'on voit parfois dans des films. Et ce que j'essayais de faire, c'est à la fois de montrer, de continuer à filmer le discours, mais aussi en anticipant le montage, c'est-à-dire à prendre des plans qui ne vont pas faire vraiment plan de coupe, comme je déteste le faire. Et il fallait absolument trouver des choses qui racontent, plus ou moins, et qui vont m'aider à resserrer le discours pendant le montage. Si cela fait un peu de cinéma, pourquoi pas, mais franchement, l'intention sur le moment, c'était en tout cas de penser à créer un discours plus compact pour essayer de choisir dans ce qu'elle va dire des choses intéressantes pour le film. Mais peut-être par rapport à ce film, il y a une question qui se pose, toujours en rapport avec le public africain, le public occidental, puisque c'est une question qui revient souvent. Si j'ai bien compris, tu es revenu à ce personnage parce que tu as appris qu'on voulait, enfin que je ne sais pas quel producteur, demander un film sur la femme. Sur la femme. Parce que c'est intéressant ça, par rapport à la commande, parce qu'on demande de nous, enfin des cinéastes locaux en Afrique, quand ils veulent faire des films, mais ce qu'on demande est ce qu'on a envie de raconter. En particulier, là, ce n'était pas tout à fait une commande d'un producteur étranger, c'était mon ami dont on parlait tout à l'heure, Kiripi, qui est venu me voir après examen d'État en me disant est-ce que ça te dirait de faire un autre film sur la thématique de femmes? Ah, c'est lui, c'est qui de lui. Ah oui, c'est pas moi, c'est vraiment, c'est pas un film que j'avais envie de faire tout de suite. C'est Kiripi. Mais pourquoi il a dit ça lui? Parce que, je sais pas, il a rencontré... parce que Kiripi, c'est un photographe aussi. Il était dans ce monde de la culture un peu plus connecté. Apparemment, il avait un financement de, je sais pas, de quel organisme ou tout ça, et qui traitait les questions des femmes ou les femmes fortes de la société. Et qu'il a pensé qu'en plus des photos qu'on lui demandait de faire, qu'il fallait peut-être aussi faire un film. Voilà. Et il est venu me voir en me disant, voilà, moi je suis prêt, cette fois-ci on va peut-être faire ça différemment, on aura un peu plus d'argent, mais seulement la condition c'est de travailler avec sur les femmes, sur le sujet des femmes. Comme c'était lui, venant de lui, moi je me suis dit pourquoi pas. Et je n'ai pas voulu aller loin, j'ai voulu revoir ce qui était devenu Maman Colonel. Parce qu'il y avait quand même quelque part chez moi un sentiment d'inachevé avec mon court-métrage que j'avais fait. C'est vrai que je venais d'apprendre, c'était un film court, mais j'étais assez impressionné par le travail qu'elle faisait, cette femme, depuis cette époque. Et j'avais envie de raconter un peu plus sur elle. Je me suis renseigné, elle était devenue colonel, et surtout qu'elle a ouvert un centre qui consistait à apprendre aux femmes violées
à faire la boxe. C'est ça. Et j'ai dit ça à Kérépi, il a dit, bah oui, très bien, ça c'est le projet, il va marcher, allons-y, écrivons et tout ça. Et on l'a écrit, effectivement, on n'a pas eu du mal à trouver un autre coproducteur français, qui est décédé maintenant, Christian Lelon, et qui a trouvé les sujets intéressants, et les projets s'est monté très vite. Si vite d'ailleurs que je suis tout de suite retourné à Bukavu. Et en arrivant, finalement, Maman Colonel était sur le départ. Elle venait d'être mutée à Kisangani. Sauf que nous, l'argent qu'on avait reçu, c'était pour filmer les femmes qui apprenaient la boxe. Mais on ne pouvait plus le faire. Et finalement, on a décidé d'accompagner. La suivre. Voilà. Et la suivre, alors ce sentiment de manque, tu ne l'as pas eu seulement au moment où tu devais faire ce film. Mais même après avoir fait ce film-là, je crois avoir lu quelque chose de toi, disant que effectivement, tu as manqué quand même de courage. Tu n'as pas eu assez de courage pour montrer tout ce à quoi elle est confrontée. Donc, oui, mais c'était lié quand même sur... en fait, c'était assez complexe parce que parfois, effectivement, moi, je ne pouvais pas, mais d'autres fois, c'est elle qui ne voulait pas. Il y avait des limites, malgré tout. Ça reste un personnage de l'État. Donc, elle ne me permettait, par exemple, pas de tout montrer, de tout filmer ou de la suivre partout. Mais aussi, il y avait parfois des gens qui venaient la rencontrer, qui s'offusquaient par rapport à la caméra, qui décidaient qui ne voulaient pas être filmés. Mais si vous voulez, ces genres de contraintes, elles sont inhérentes à la pratique du documentaire. Oui, non, mais moi je dis ça pour souligner aussi quelque chose qu'on n'a pas jusqu'à présent évoqué, c'est l'humilité. Je veux dire, il y a dans tous les films quelque chose qui relève vraiment de l'humilité, c'est-à-dire au sens de la simplicité de se mettre au service du personnage et se mettre tellement au service du personnage que même au bout du compte, on a l'impression, enfin, tu as, toi, l'impression de ne pas avoir peut-être dit suffisamment sur le personnage. C'est vrai. Il est toujours en avance sur toi, quoi. C'est vrai. Je pense que ça, c'est aussi caractéristique de ta manière de faire, quoi, par rapport à la réalité des personnages que tu filmes, quoi. Ils ne sont pas en dessous de ce que tu racontes. Ils sont toujours devant ce que tu racontes. Quand tu les suis, c'est qu'ils sont toujours en avance. C'est vrai. C'est vrai, mais je ne pense pas me poser cette question de cette manière-là. Ça me touche que vous y percevez de l'humilité. Mais c'est simplement que, à mes dépens d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est impossible d'enfermer le réel dans un film. Voilà, on a beau le chercher, film après film, j'essaie en tout cas. Mais il y a toujours quelque chose qui me dépasse, il y a toujours quelque chose qui va au-delà et d'insaisissable. Et que j'ai même appris à le dire depuis un certain temps, finalement je ne finis pas mes films. Je m'arrête de filmer tout simplement et je laisse la vie continuer. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas, on peut pas filmer indéfiniment. De toutes les manières, il restera toujours quelque chose à filmer. On dit beaucoup que le réel résiste. Exactement. On passe peut-être au... Oui, on va avancer. Pour donner la parole. Je retourne et puis on voudrait laisser la parole. Je suppose qu'il y a des questions. Oui. Juste réagir par rapport à ce que tu disais, juste sur un point, tu disais j'aime pas les plans de coupe. Et quand tu dis ça, je me posais la question, mais à quoi tu te réfères? C'est-à-dire, est-ce que tu vois beaucoup de films? Est-ce que, je veux dire, on a parlé de formation tout à l'heure, mais ça c'est au départ, mais peu à peu, ta démarche évolue, tu oses des choses que tu n'aurais pas osé au départ, et qu'est-ce qui te permet d'aller plus loin comme ça? Par rapport au plan de coupe? Oui, non, c'était la question des plans de coupe, ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire, est-ce que tu as une sorte de formation permanente de voir des films, etc. Il y a des cinéastes qui voient très peu de films et d'autres qui en voient énormément. C'est vraiment deux... Moi, c'est surtout parce que j'ai un retard à rattraper, il faut le dire. On a grandi, surtout à Kisangani par exemple, on avait très peu accès au cinéma d'auteur. Tout ce qu'on pouvait voir à la télé, surtout par la chaîne câblée Canal+, qu'on trafiquait. Il y avait quelqu'un qui nous rendait ces services-là, qui trafiquait la fréquence de Canal+, et qui nous distribuait à tout le monde dans toute la ville. Mais c'était pour les films américains. C'est plus ce qui nous a, ou en tout cas particulièrement ce qui m'a nourri sur les plans des cinémas. Mais tous les autres films,
que ce soit les films d'auteur, mais des films même africains qui ne circulent pas beaucoup, je les ai vus après coup. Et je me sens toujours, je dirais, un peu en décalage entre ma pratique et ce qui a déjà été fait. Et chaque fois, j'ai comme les sentiments des devoirs comblés en vide. Parce qu'il faut dire que mes formations, les 3 qu'on évoquait tout à l'heure, finalement ont été assez courtes, relativement courtes, et se sont faites plutôt tardivement, par rapport à mon âge en tout cas. Et que tout de suite, je me suis rendu, j'étais déjà en train de faire des films, et qu'il me manquait encore je dirais, des choses plus ou moins élémentaires, et que en fait, j'avais tendance à remarquer dans des films faits par des personnes de mon âge ou des gens de trucs, enfin, une certaine maîtrise qui me manquait. Et la seule façon de le combler, c'était en regardant des films. Et plus j'en regardais, plus ça m'ouvrait sur autre chose, et ça ne s'arrêtait plus. Et depuis, voilà, je n'arrête pas d'apprendre de cette manière-là, parce que c'est un peu tard finalement de faire d'école au sens strict du terme. Et la seule façon de parfaire un peu ma formation, c'est voilà, de regarder. Aujourd'hui, je m'ouvre même sur beaucoup de styles différents, de formats, de trucs. Avant, j'étais que sur les documentaires, par exemple, et tout ça. Et aujourd'hui, je suis preneur de beaucoup d'autres genres. Et pour beaucoup de réalisateurs africains, surtout parce que j'ai l'impression que les gens de ma génération, on est pratiquement dans la même situation, surtout en Afrique noire. C'est que quand on veut faire des films, c'est à force de volonté. Il n'y a pas de structure pour vous accompagner, il n'y a pas d'école, il n'y a pas tout ça. Et la volonté seule ne suffit pas. Au bout d'un moment, on s'essouffle. Et la seule façon de continuer, encore d'aller plus loin, c'est de s'auto-former. Et ce qui peut être le cas pour moi, justement, c'est de continuer à regarder des films pour combler des lacunes. Est-ce que tu peux envisager ou tu envisages de te détacher un peu du cinéma direct pour faire davantage de mise en scène, parce que c'est un peu la grande question du documentaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des documentaires qui n'hésitent pas. On avait reçu par exemple Théobo Atkins ou des gens comme ça qui font beaucoup de mise en scène dans leurs documentaires. Et je me posais la question par exemple sur ton dernier film En route pour le milliard, où à un moment on voit les personnages qui sont à Kinshasa, qui progressent dans la rue, ils se cassent d'ailleurs la figure plus ou moins avec leurs béquilles, et on les voit progresser dans une rue où il se passe finalement pas grand-chose. Enfin, je veux dire, ils sont en train de manifester, mais il y a pas grand monde qui les regarde. Et je me posais la question, est-ce que c'est toi qui leur as proposé d'avancer comme ça dans cette rue pour faire un plan de ce type, ou bien est-ce que c'est eux qui passaient par là et donc tu mets ta caméra? Je ne vois pas tout à fait le plan. Alors c'est un plan un peu gris, comme ça c'est une rue qui n'est pas du tout goudronnée. Et quand le président est tombé. Le président est tombé. Voilà. Ah non, c'est pas loin de là où ils habitaient. D'accord. Okay. Il fallait prendre le bus. D'accord. Et ils ont voulu commencer déjà à faire campagne, entre guillemets, avant d'accéder au bus. Donc c'est pas de la mise en scène non plus. C'est peut-être où on va direct sur où on passe la parole, parce qu'on a passé le rythme. Oui. Bah, surtout, je regarde un peu du côté de la direction. Oui, est-ce qu'on a encore un peu de temps Pas trop. Je pense que nous avons eu quand même suffisamment de matière et on pensait avoir moins de commentaires et plus d'images. On a eu moins d'images et plus de commentaires, et c'est tant mieux. Donc on a vraiment réussi le pari avec toutes les questions qui ont été posées, les éclaircissements que tu as donnés et qui peuvent à la fois nous aider, nous, à mieux comprendre en fait, cette démarche et ta filmographie, et aussi peut-être donner aussi plus d'éléments aux jeunes cinéastes qui arrivent concernant la façon de faire des films, etc. Donc voilà, on peut s'arrêter là. On remercie merci à tous, ceux qui nous suivent d'avoir pu nous accompagner dans ce débat. Merci encore. Merci Dodo. Merci d'être déplacé jusqu'ici, sachant que tu as encore beaucoup de choses à faire pour accompagner ton film. Voilà.
Merci, voilà, au revoir et merci. Merci à tous, merci à la technique, merci au festival, merci Tahar et merci Guido. Merci Olivier, merci beaucoup.